Hey, bon matin, mes amis de secondaire 2. Aujourd'hui, la période, c'est sûr, dans Google Classroom, tu as vu qu'on faisait un petit retour sur la pratique de CD1, donc la pratique de l'héritage. Je t'avais dit qu'elle va compter, cette pratique-là, effectivement, elle va compter, mais elle va compter assez minimement. Donc, la vraie CD1, elle devrait se passer la semaine prochaine, donc on va te donner d'autres informations. Ce ne sera pas la prochaine période, mais ça va être l'autre période après. Donc, pour vous, je crois bien que c'est le mardi ou mercredi, mais on va avoir la chance d'en reparler. Mais je vais prendre un petit 5 minutes pour revenir avec toi justement sur cette pratique de CD1 et surtout sur les démarches et les attentes concernant les CD1. Donc, je passe rapidement. Donc, le début, c'est sûr qu'on va te conseiller de lire une et même 2 fois. N'hésite pas, ici, j'ai une copie d'élève, n'hésite pas à souligner, selon toi, les informations importantes. Donc, je prends des informations que je juge importantes, puis je peux les souligner, c'est une bonne technique. Et, je saute le tableau de conversion. Et ce qu'on va t'exiger, donc à partir de secondaire 2 et secondaire 3, ce qu'on va t'exiger, c'est un plan. Donc, c'est peut-être la première fois que tu es en contact avec justement un plan de travail. Un plan de travail, habituellement, ça regroupe en gros 5 grandes étapes. Ça se peut qu'il y ait plus que 5 étapes, mais habituellement, on parle entre 5 et 10 étapes. 10 étant vraiment un plan qui est élaboré, ou un plan qui est très spécifique. Habituellement, on tourne aux alentours de 5, ça peut aller à 6, 7, 8, mais on joue dans ces alentours-là. Vu qu'on était une petite situation, il y avait quand même 5 étapes à réaliser dans la situation de l'héritage. Ici, moi, j'ai une copie d'élève. Nous autres, ce qu'on te demande, c'est dans le plan, identifie tes étapes. Parce que le plan est là pour 2 choses. La première, c'est de voir si tu comprends la situation et que tu n'oublies pas les étapes. Monsieur Julien Gingras, demande au secrétariat, s'il vous plaît. Monsieur Julien Gingras, au secrétariat. Et la deuxième, excuse-moi le petit retour. Donc, la deuxième, c'est de vérifier s'il n'y a pas un ordre pour les étapes. Est-ce que je suis obligé de faire une étape avant l'autre? Donc, est-ce que ces étapes-là sont ordonnées et que j'ai besoin de certaines valeurs avant de calculer d'autres étapes? Donc, la première étape, c'est que l'élève a indiqué, c'était de calculer l'héritage en dollars canadiens. Donc, l'héritage total qui était en pesos. On va essayer de le mettre en dollars canadiens avec la table de conversion. La deuxième, c'était de calculer l'impôt et de soustraire. Donc, l'impôt qui est en dollars euros, donc c'est l'argent européen. On va encore une fois le mettre en dollars canadiens et le soustraire. Et là, nous autres ici, on aurait même mis 3 étapes. L'élève a mis séparer l'argent pour les 3 sœurs. Il ne s'est pas trompé. Par contre, les 3 sœurs, c'est peut-être un petit peu vague. Fait que dans le fond, la première personne, puis il y avait des ordres, j'avais pas le choix. Si je faisais une lecture, la première personne à qui j'attribue l'argent, c'était Louise. Donc, je n'avais pas le choix d'y aller avec son 16% total. C'est la seule valeur que je connaissais, donc je n'avais pas le choix de passer par Louise en premier. Mon étape suivante, donc, par la suite, une fois que j'avais l'argent de Louise, là, je pouvais réussir à me référer puis à regarder, bien, quelle autre personne je pouvais faire. Bon, là, c'était la deuxième sœur. La deuxième sœur, je vais juste descendre parce que je me souviens plus de son nom par cœur. La deuxième sœur, c'était Denise. Bon, séparer l'argent ou trouver l'argent pour Denise. Et finalement, la dernière étape, qui est pour la dernière sœur, que je n'avais pas le choix de faire en dernier parce que j'avais besoin des informations de Denise. Fait que les dernières sœurs, la dernière sœur plutôt, c'était Marie. Donc, si mon plan en 5 étapes, là, ça aurait été de calculer l'héritage total en dollars canadiens. Donc, le nombre de pesos, ça me donne combien en dollars canadiens. Par la suite, réussir à trouver, bien, comment que je dois en impôt au gouvernement européen. Donc, trouver la valeur, mettons, de l'impôt payé. Cet impôt-là est en euros, donc on va essayer de le mettre en canadien. Et finalement, mes 3 dernières étapes, séparer l'argent, mais selon un ordre précis. Je n'ai pas le choix de commencer par Louise, même si dans le texte, Louise m'en parlait à la fin. On a fait un peu par exprès pour que tu sois capable de repérer les informations importantes. Donc, je suis obligé de calculer Louise, qui représentait 16% au complet l'héritage. Par la suite, je peux prendre Denise plutôt qui était dans un rapport 8-19 avec Louise. Et finalement, je pouvais calculer Marie, qui était dans un rapport, mais dans un rapport avec Denise. Je descends pour te montrer vraiment la structure de la démarche. J'ai pris cette copie-là d'élève parce que je trouve que son écriture est très bien, c'est très clair. Puis il m'a vraiment identifié ces étapes. Donc, dans une CD1, c'est vraiment ce qu'on va te demander.
la même chose qu'en haut, je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes étapes. Donc, je peux avoir plus d'étapes dans ma démarche, mais à chacune de tes étapes, ce qu'on va te demander, c'est de m'indiquer ce que tu fais. L'élève ici a été vraiment très spécifique, donc il a fait pratiquement des phrases complètes. On ne t'exigera pas des phrases complètes. Ce qu'on va te demander, c'est vraiment de me dire mon étape numéro 1, fait on veut les numéroter. Étape numéro 1, bien, je vais calculer l'argent en dollars canadiens de Gustave. Si tu me dis, mettons, combien héritage en canadien, c'est parfait. Donc, si l'élève a vraiment formulé plutôt une phrase complète, mais au moins me donner des repères, me dire argent d'héritage en canadien, il a fait sa mesure de conversion avec la mesure qu'il a réussi à trouver dans le tableau. Donc, on disait, nous autres, qu'un pesos, personnellement, je l'aurais plus fait par proportion. Fait qu'on disait ici que 1 pesos, ben, ça me donnait 0,1272 $ canadiens. Et lui, il avait une fortune de 525 600. Ben, moi, je voudrais savoir, ça me donne combien en dollars canadiens. Donc, ma proportion, c'est mon 525 600 multiplié, parce qu'on est tout le temps en oblique, on multiplie par 0,1272 et divisé par 1 pesos, puis je trouve mon montant d'argent que la personne ici a trouvé, c'est-à-dire mon 66 856 et 32. Ça, c'est en dollars canadiens, bien sûr. Deuxième étape, la personne, ce qu'elle a fait, elle a découvert combien qu'elle avait d'impôts à payer, mais en dollars canadiens. Elle a encore une fois pris le montant d'impôts. Ici, c'était 12 500 €. Elle a transformé ça en dollars canadiens et au final, elle a fait la soustraction pour s'apercevoir que, ben, en dollars canadiens, la fortune de Gustave s'élevait à 46 375 et 7 sous, une fois l'impôt européen en eux. Donc, ces étapes-là sont très bien structurées, sont très claires, faciles à suivre. Fait en plus, il m'a marqué les unités, chose qui est aussi très importante. Donc, indique-moi les unités à la fin de chacune de tes étapes. L'élève avait compris qu'il fallait qu'il trouve l'argent de Louise en premier dans les 3 sœurs. Donc là, il m'a vraiment fait une proportion avec le 16 %, donc j'ai 16 %, et ça correspond à bien, la valeur totale de 100 %, c'était le 46 375 qu'il a trouvé plus haut. Et ici, dans la proportion, bien, au lieu de m'écrire directement la réponse, l'élève aurait pu m'indiquer que c'est justement ça qu'il cherche. Donc ça, c'est ma variable, c'est ma valeur X, puis au côté, me faire son calcul et me trouver justement sa réponse. L'élève a justement perdu des points là-dedans, puisqu'il y avait une mauvaise écriture, il m'a mis des signes d'égalité un peu partout. Et malheureusement, c'est pas vrai que cette fraction-là égale mon 5420. Donc, dans le fond, c'est le calcul de 16 fois 46 375 divisé par 100 qui me donne la réponse. Que tu mettes une flèche, c'est parfait, mais ne pas mettre, mettons, des signes d'égalité. Je vais écrire un petit quelque chose, je vois très souvent ça, il y a du monde qui m'écrit 2 plus 2, 2 plus 3 est égal à 5, moins 2 est égal à 3. Bien, ça aussi, c'est une mauvaise écriture. C'est pas vrai que 2 plus 3 est égal à 3. Et pourtant, avec les signes d'égalité, c'est ce que tu es en train de me dire. Donc, dans le fond, on utilise les signes d'égalité correctement. Malheureusement, ça serait une erreur d'écriture. Fait que oui, on aurait perdu des points au niveau de la démarche. Je termine avec la démarche justement de l'élève en question. Ils m'ont calculé l'étape numéro 4, l'argent de Denise, sachant que le rapport, ici, le 8, c'était l'argent de Louise. Donc, on comparait, mettons, la boîte de Louise avec la boîte de Denise. On a fait une comparaison entre les deux sœurs. Bien, je vais faire une comparaison aussi, mais avec les montants que j'ai. Donc, le 7420 ici, je l'avais trouvé à l'étape précédente. Ici, c'est l'argent de Denise que j'aimerais trouver. Donc, je remplace ça par une variable. Je peux par la suite la calculer. Même chose pour Marie au final. On me donnait encore un rapport et on me donnait le rapport de Denise. Denise en haut. Donc, Denise par rapport à Marie. Donc, je vais faire une proportion pour réussir à trouver le montant d'argent final. Dans une CD1, habituellement, on te demande de me donner une réponse complète. Mais ici, et vous avez fait un petit tableau résumé pour me dire, bien, Louise a combien, Denise a combien et Marie a combien. J'attire ton attention juste pour terminer. Ils t'ont posé une question concernant la validation. Dans les CD1, vu que c'est des situations qui sont un petit peu plus complexes et plus grandes, très souvent, on va te demander de vérifier les réponses que tu as retrouvées.
Est-ce que ça a du sens, les réponses? Est-ce que, par exemple, je me ramasse avec des chiffres négatifs? Est-ce que je me ramasse avec des chiffres qui sont plus gros que mes chiffres de départ? Donc, s'il me demandait comment je pouvais m'assurer que ce que j'ai trouvé comme réponse avait du sens, ben, si je prends l'argent des 3 sœurs, puis que je les additionne, donc si je prends l'argent ici de Louise, plus l'argent de Denise, plus l'argent de Marie, c'est un petit peu normal que j'arrive à mon héritage complet. Donc, ça prouve que j'ai réussi à faire un raisonnement qui a du bon sens. Est-ce que c'est assuré que j'ai les bonnes réponses? Peut-être pas. Par contre, je sais au moins que ben, j'ai fait quelque chose qui avait du sens, puis j'ai mis toutes les chances de mon bord de réussir. Une fois qu'on l'a terminé, on a fait le tour de ça, ce qu'on va te demander, c'est d'utiliser le petit livre qu'on t'a passé, le petit livre justement de CD1, et ton travail va être de lire la situation à la page 2. Donc, on va te demander de lire la situation à la page 2 et justement de refaire un plan. Un plan comme moi je t'ai fait ici, un plan en 5. Tu vas aller jusqu'à 8 étapes. Donc, dis-moi ce que tu dois faire dans la situation de la page 2, c'est-à-dire réussir à décorer la chambre d'une certaine personne. Donc, fais la lecture de la page 2. Essaye de sortir le plan. Fais le plan sur une feuille décartable. Tu vas indiquer ton nom dessus, puis je vais même le ramasser vers la fin de la période. Donc, ta deuxième étape, c'est de faire le plan concernant la situation de la page 2 du petit feuillet de révision. Merci.